Bienvenue dans Vivre éveillé, le podcast spirituel pour celles qui veulent vivre leur passage sur Terre comme un voyage excitant, abondant et rempli de magie. Je suis Jade Jevaux, thérapeute holistique depuis 10 ans, fondatrice du programme Vivre éveillé et facilitatrice de retraites spirituelles. Peut-être as-tu remarqué que ce n'est pas parce qu'on répète une affirmation positive que notre vie s'en trouve transformée pour autant, et aussi que le milieu spirituel et du développement personnel se veulent ouverts d'esprit, mais que les choses se compliquent quand on commence à parler d'argent, de sexualité et également de la mort. Ici, nous venons casser les codes, même ceux de la spiritualité, dans un but, celui de te construire une vie meilleure, sur mesure, où tu te sens véritablement accomplie, où être créatrice de sa vie n'est plus un joli concept, mais bien un processus véritablement à l'œuvre dans le quotidien. Merci d'avoir rejoint le podcast et belle écoute à toi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast qui va un peu changer de d'habitude, où je vais te donner les 7 red flags à venir checker lorsque tu vas entrer en interaction avec une ou un nouveau thérapeute. Ce podcast a été déclenché par une conversation qui m'a assez terrifiée avec une psychologue énergéticienne. Et en parlant avec ma communauté, on s'est dit que ça pouvait être une bonne chose en fait d'avoir comme une espèce de marche à suivre. Parce qu'il est vrai que lorsque on commence une thérapie, c'est déjà parce qu'on vit un inconfort. Et il y a vraiment cette question de l'efficacité, de la confiance qu'on peut faire à cette personne en face et des résultats qu'on va pouvoir avoir. Je pense qu'il n'y a pas plus efficace que quelqu'un qui te donne un point de vue de l'intérieur de ce monde-là pour arriver à trouver le meilleur thérapeute, le meilleur thérapeute finalement, c'est celui qui va te convenir à toi et on va pouvoir voir ça tout au long de cet épisode. Donc, les red flags, drapeaux rouges en français, qui sont ces petits drapeaux qu'on va soulever en disant « Oh, là, il y a un truc pas net, on fait gaffe !» Je pense qu'on peut partir sur le fait que 2 red flags sont suffisants pour aller chercher une autre personne. Personnellement, qui je suis pour dire ça? Je suis Jade Jevaux, je suis thérapeute holistique, ça fait 10 ans que j'exerce. J'ai fait différentes formations, dont 2 qui sont diplômantes, qui sont issues donc de l'école l'école lyonnaise des plantes médicinales à Lyon, pour devenir donc herbaliste, donc c'est la connaissance des plantes. Et je suis énergéticienne en énergétique traditionnelle chinoise, je suis diplômée de la FLECT, également à Lyon. Ce sont donc mes 2 diplômes. J'ai fait des tonnes d'autres formations qui ne sont pas diplômantes. C'est pourquoi j'ai fait ce choix, parce qu'en fait, en France, à l'heure actuelle, aucun de ces diplômes, malgré tous les efforts qu'ils ont demandé, ça représente quand même 7 ans d'études pour ceux qui sont diplômants, ne sont pas reconnus par l'État. Donc finalement, que je n'ai absolument rien ou que j'ai quelque chose, il n'y a aucune différence en termes de législation et de protection pour ma part. Donc je choisis désormais des formations qui me font sens en termes d'efficacité, en termes de nouveauté, en termes d'utilité dans ma pratique. Voilà pour le petit aspect légal et qui je suis. Mais donc, ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'en fait, dans ces formations-là, et d'ailleurs, les formations que j'ai faites qui sont diplômantes peuvent être faites par des médecins, et le fait qu'ils soient médecins va pouvoir faire qu'ils vont être reconnus. Donc c'est quand même des enseignements qui sont solides. C'est juste d'un point de vue légal que c'est complexe. Donc c'est pour dire que ça n'est pas du vent, même si j'ai passé beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, je n'ai pas étudié du vent. Et dans ces formations, en fait, on ne nous apprend pas la posture de thérapeute. On nous apprend des connaissances, on nous apprend de la pratique. Moi, pour les 2, il y avait à chaque fois, justement, c'est ce que je recherchais, du concret, de la pratique pour ne pas débouler comme ça en cabinet et ne pas savoir quoi faire, d'avoir cette solidité-là. Mais on nous apprend très rarement comment enlever l'humain que l'on est pour ne pas faire de dégâts sur la personne que l'on va recevoir. Et donc, les 7 points que je vais te donner sont complètement partis finalement de mon observation, de ma pratique et de l'observation que je fais de mes collègues, voire également des retours que je peux avoir des patients qui sont venus chez moi après avoir été chez quelqu'un d'autre. Petite parenthèse, même parfois c'était des médecins. Donc, il n'y a pas pour un peu casser ces idées préconçues. Finalement, c'est un peu comme les instituteurs et institutrices. L'institution ne nous forme pas pour le terrain. Donc, j'ai assez parlé, commençons sans plus attendre par le premier point. D'abord, mon invitation, c'est de te faire confiance, de te servir de tes antennes. Si tu viens en présentiel,
Tu sens l'ambiance chez la personne, sa salle d'attente. Est-ce que tu es à l'aise ou pas? Alors avec un petit attention, il se peut qu'on soit pas 100% à l'aise parce que c'est souvent des personnes qui ont creusé qui elles étaient elles-mêmes et qui ont trouvé un peu leur unicité. Donc on déboule dans un nouvel univers qui n'est pas forcément le nôtre et donc on peut avoir cette petite gêne. En revanche, si on bascule sur du carrément, je me sens sincèrement vraiment mal à l'aise, c'est un vrai critère à prendre en compte. Non pas que la personne, ça signifie qu'elle soit mauvaise, mais on cherche quelqu'un de bon pour toi. Et donc, si ce qu'elle est, ce qu'elle dégage, te met profondément mal à l'aise, il faut le noter. Tu n'es pas obligé de partir en courant parce que des fois, on est dérangé par exactement ce qu'il nous faut, mais c'est quand même à prendre en compte et ce n'est pas à mettre aux oubliettes. On prend bien sûr en compte des choses que quasiment tout le monde fait, qui va être de regarder les avis et de se servir du bouche à oreille. Ce sont des bons indicateurs, mais ce ne sont pas des indicateurs fiables à 100% parce qu'en fait, quelqu'un de bon pour quelqu'un d'autre peut ne pas l'être pour nous et inversement, parce qu'on est des humains différents, complexes, et c'est toute la subtilité justement de ces métiers, c'est de répondre à cette complexité-là. En revanche, quand tu vois que tout le monde dans les commentaires, dans les avis Google vient dire le même point problématique, tu sais que tu vas probablement le rencontrer. Donc s'il est important pour toi, eh bien c'est à prendre en compte. Le deuxième point, là tu es rentré en séance, donc ça peut être en ligne ou en présentiel, et tu te rends compte qu'en fait tu n'as pas l'espace de dire ta vérité. Et on peut être déjà tellement habitué dans la vie à ne pas pouvoir dire ce qu'on pense, qui on est vraiment, on peut mettre ça un petit peu en disant c'est normal. Non, en fait, si tu vas voir un thérapeute, c'est vraiment pour toi. Donc si tu ne peux pas dire je suis pas d'accord, je ne peux pas nuancer le point de vue du thérapeute. Je peux pas dire bah écoutez, oui ce traitement me paraît hyper pertinent mais j'ai pas le temps pour, est-ce que on pourrait trouver un entre-deux parce que ça je sais que je vais pas le prendre et que ça n'est pas entendu, c'est que c'est ça ou rien. Pour moi c'est un red flag. Parce que notre job en tant que thérapeute, c'est de nous adapter, je vais te l'expliquer dans le dernier point, pourquoi, c'est de nous adapter à toi. Donc si on a un super traitement, mettons avec des plantes, ou alors des exercices pratiques si c'est pour le côté psychologique, voilà. On a toutes sortes de traitements qui ne sont pas des choses qui s'inscrivent forcément sur une ordonnance. Si on ne l'adapte pas à qui tu es, ça veut dire que tout bon soit ce traitement, tu ne vas pas le faire, tu ne vas pas le prendre. Donc ça serait encore moins efficace que si on adaptait le traitement pour quelque chose qui te correspond. On perdrait peut-être, allez, mettons 20% d'efficacité, mais tu le ferais, tu le prendrais. Donc là, on serait sur une super efficacité comparé à quelque chose que tu ne ferais pas, que tu ne prendrais pas, qui ne te ferait pas sens. Et pour ce qui est de donner son avis, c'est la même chose. Si tu viens pour écouter quelqu'un qui va t'asséner des idées qui ne te font pas sens, on a zéro efficacité. Et donc c'est hyper important que tu aies cet espace de dire qui tu es et de nuancer et de faire que la personne soit là pour toi. Parce que ce qui se passe très souvent, c'est que, eh bien, voilà, je suis formée à telle pratique, c'est ça qui marche, et basta. Si tu ne le fais pas, t'es un con. Et moi, je pense avoir la vérité, je te dis ce qu'il faut faire dans ta situation, tu ne le fais pas, t'es un con. Ben, tu n'es pas en train de servir la personne en tant que thérapeute. Donc là, pour moi, c'est un très, 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 très gros red flag. Celui-là suffirait par contre à partir. Qui en découle tout simplement du deuxième, voici le troisième, et qui a découlé de cette discussion que j'ai eue avec la fameuse psychologue qui m'a terrifiée, le nombre de « il faut ». S'il y a un « il faut » toutes les deux phrases, attention, parce que ça vient complètement coller à ce que j'ai dit dans le point 2, c'est « il n'y a qu'une vérité, il faut faire ça ». Il faut, c'est le mental. Ça veut dire que, après tout dépend quel style de thérapeute tu vas rechercher, mais moi pour ma part, dans ce que j'offre à mes patients, c'est une écoute intuitive pour pouvoir m'ajuster au plus près du besoin de la personne, puisque je sais qu'il n'y a pas une vérité, qu'il y en a des milliers, et ce qui est intéressant, c'est de traiter ta vérité en tant que patient. Donc si je t'assène de « il faut », ça veut dire que j'ai une vérité, que c'est la mienne et que c'est celle-là qui compte. Et que ça, c'est issu de mon mental et pas une écoute subtile de qui tu es. Donc concrètement, ça va donner des « il faut que tu quittes ce mec », « il faut que tu quittes ce job », « va demander pardon à ta mère, il faut que tu lui demandes pardon ». Ben, peut-être que c'est des bonnes idées,
Même, et ça on peut le rencontrer chez les personnes qui vont avoir une écoute intuitive, type médium par exemple. Ok, il faut faire ça, c'est impératif, il n'y a qu'un chemin. Ça serait assez mal comprendre comment fonctionne le monde de l'énergie, c'est-à-dire que si moi je suis médium en partie, je vois ton chemin à partir de qui tu es là aujourd'hui. Demain, tu changes une croyance, une seule, du tout au tout, ton chemin vers le futur change. Donc quand je te dis quitte ce mec, ça me paraît à moi, médium, à travers mes filtres, tous les médiums ont des filtres, nous sommes tous humains. Ça passe à travers, les informations passent à travers notre corps d'humain. Et donc ça me paraît largement la meilleure solution à faire, c'est de quitter ce mec. D'après moi, qui voit toi aujourd'hui. Mais si demain, tu décides, je sais pas moi, de mettre des limites à ton mec, de lui dire on ne m'insulte pas en fait, on est en couple, je suis pas en couple pour ça, ça change ton futur. Et donc tous les il faut, même dans le monde de l'énergétique, sont à bannir pour moi. Ça veut pas dire que si à un moment tu entends 2 fois dans la séance il faut, bah tu es simplement aussi une humaine ou un humain en face, et c'est aussi une façon de parler, donc il n'y a pas non plus à s'affoler. Mais si tu l'entends toutes les 2 phrases et que tu sens cette rigidité en face, de c'est ça qui a à faire, rien d'autre, ce que la majorité des gens font, c'est que ils vont voir un professionnel. Moi, je vais voir mon garagiste, il me dit il faut changer une roue, je l'écoute, j'ai pas les connaissances, je suis pas censée les avoir, je me suis pas formée pour, je vais voir justement un professionnel pour ça. Dans notre démarche lorsqu'on va voir un thérapeute, c'est qu'on ne sait pas, on a besoin d'aide, on a besoin de quelqu'un qui s'y connaît, donc on va l'écouter. Et donc on va faire ce qu'il nous dit quand il nous dit il faut en général. Sauf si on a déjà bien le carafon. Mais donc attention, quand tu entends des il faut, c'est que ce fameux professionnel n'est pas ajusté. Ça me semble quand même quelque chose d'assez important. Alors, tu peux faire une séance 2 pour voir, mais si ça continue et que les prochains points vont arriver, tu sais qu'il ne faut pas trop traîner non plus. Les petits indicateurs qui font que cette personne sort du il faut, parce qu'il se peut qu'il y ait d'autres formulations que il faut qui sortent de sa bouche et que ça veut dire à peu près la même chose, c'est que normalement un thérapeute doit te poser des questions. Est-ce que ça te fait sens ce que je te dis ? Comment tu te sens avec ça ? Est-ce que tu te sens capable de ? Comment tu verrais les choses ? Ça veut dire qu'on t'a écouté, ça c'est déjà hyper important, il faut que la thérapeute ou le thérapeute t'écoute. On a proposé peut-être une lecture, ça dépend, par exemple si on est coach, on propose vraiment normalement quasiment 0 lecture. Moi ayant une lecture intuitive de ce qui se passe dans ton champ énergétique, assez souvent je propose quelque chose pour ne serait-ce que ouvrir les horizons, voir qu'autre chose est possible pour que voilà, ça puisse s'agrandir chez la personne en face. Et à chaque fois, je vais demander comment tu te sens avec ça, comment tu vois les choses. Si la personne n'est pas en souci de est-ce que c'est applicable, est-ce que ça fait sens à l'autre, alors elle est simplement en train de projeter son monde sur toi. 4e point, le fameux manque de résultats. Et ça, c'est jamais noir ou blanc. Voici un peu mon propos. Si le manque de résultats, il est reporté sur toi, c'est un red flag. Ah, j'ai jamais eu le cas, ça on l'a déjà reporté. Ah, j'ai jamais eu le cas, ça veut dire que, pétard, faudrait surtout pas que le patient pense que moi en tant que thérapeute, j'ai quoi que ce soit à voir dans cet échec. Je supporterai pas l'échec, donc je vais tout remettre la faute sur toi. Ah, vous êtes vraiment quelqu'un de particulier, décidément. Ah, vous êtes vraiment dans votre mental. Ah, vous êtes vraiment dans l'échec. Vous êtes... Attention, ça c'est méga red flag. Ah, vous avez pas fait ça, X ou Y, qui est tout petit, qui est insignifiant. C'est pour ça que ça n'a pas marché. La démarche d'un thérapeute qui veut vraiment aider, c'est « Ah, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi ? On va chercher ensemble. » Et c'est hyper inconfortable pour le thérapeute, parce que ça peut aller nous chercher sur des endroits où on n'a pas encore les connaissances. Mais si la première impulsion de ton thérapeute, c'est de remettre la faute sur toi et qu'il ne revient pas dessus en mode « c'est comme ça », c'est quelqu'un qui est trop dans ses blessures et finalement, est-ce qu'il va pouvoir t'aider ? Et déjà, est-ce que de remettre la faute sur toi, est-ce que c'est aidant ? Je ne crois pas. Donc attention. Alors attention également, en tant que patient, on a notre job à faire. Ça ne veut pas dire que c'est de la responsabilité à 300% du thérapeute de nous apporter des résultats et que nous, on a juste à être présent en séance et que voilà, c'est tout. Non, si on te dit « prends tel traitement », ton job, c'est de le prendre et de le prendre dans
la régularité, le dosage qu'on t'a indiqué. Si on te dit qu'il faudrait faire ci ou ça comme pratique, ci ou ça comme je ne sais quoi, méditation, acte qu'on peut poser dans notre vie, etc., ton job, c'est de le faire. Effectivement, si tu ne fais rien, qu'il n'y a pas de résultat, alors c'est de ta responsabilité. Mais en fait, les deux personnes, thérapeutes et patients, sont engagés, leurs deux responsabilités sont engagées pour les résultats. C'est ni que à l'un, ni que à l'autre. Et ça, c'est hyper important. Et quand on te renvoie que tu n'as pas fait le job, ça peut être complètement vrai. Après, c'est si tu as fait quasiment le job à 99% et que le thérapeute vient pointer le 1% qui n'a pas été fait, c'est pas forcément ça qui aura le plus gros impact. Donc, voilà, attention. Ensuite, 5e point, tu repars en te sentant honteux ou honteuse, ou coupable, ou stressé. Si en fait tu ressors avec plus de mal-être que de bien-être, c'est un indicateur. Au même titre que cet indicateur que tu as eu en rentrant dans la séance, dans le cabinet de la personne et que tu te sentais plus ou moins à l'aise. On peut vivre des choses inconfortables. Les séances ne sont pas forcément là pour nous faire vivre que du doudou. On peut être chamboulé par exemple. En revanche, moi c'est plutôt du positif. Être fatigué, c'est quelque chose qui peut être positif aussi. C'est que c'est venu déranger notre structure, mais c'est tant mieux parce qu'en fait, on cherche à quelque part à déranger nos acquis pour avoir un résultat qui est différent de ce qu'on connaît actuellement. Ce qu'on vit actuellement, c'est le résultat de toutes nos actions et toutes nos croyances. On veut autre chose que ce qu'on a là actuellement en train de vivre, il faut changer des choses. Donc être dérangé, chamboulé, fatigué, ça, c'est complètement OK. Par contre, de se rabaisser, de se dénigrer, d'être honteux, alors il arrive que du coup c'est notre mental qui a fait de sa petite tambouille et puis qui vient de nous taper dessus à nous. Mais si à répétition, la thérapeute ou le thérapeute nous fait nous sentir pas à la hauteur, pas bien, à minima, il faut en parler avec. Et c'est là où on va voir si lui en face, il a ce répondant et cette flexibilité et cette envie de nous servir, nous, en tant que patients, ou s'il veut juste asseoir son ego. Mais donc ça, c'est pas un red flag majeur, mais il faut en tenir compte. Et encore une fois, pas de tout noir ou tout blanc. Je suis sortie une fois en me sentant bof. Ça veut dire ce thérapeute n'est pas pour moi? Non, pas forcément. Au contraire, il a peut-être exactement mis le doigt où il fallait. C'est fin, hein, c'est pas évident. Mais c'est pour ça que ça me semblait important d'en parler. 6e point. Tu as l'impression de plus aider ta ou ton thérapeute qu'il ne t'aide toi. Ce qui peut arriver, moi j'ai beaucoup de patientes qui vont être des personnes qui ont envie d'aider, enfin de clientes, pardon, j'ai pas le droit de dire patientes, qui vont être envie d'aider, d'écouter, très empathiques. Et du coup, elles ont cette nature à pas forcément parler d'elles, et elles ont cette nature à écouter, à recevoir. Et donc quand elles vont voir un thérapeute, il se peut que il profite, on n'oublie pas qu'un thérapeute est un humain, il profite de cet espace-là. Parce qu'en fait, l'énergie de la personne, elle est douce, elle fait du bien. Ils sont reconnus, valorisés. Et donc, il se peut qu'il profite de cette aubaine. Mais à cet endroit-là, il n'est pas en train de te servir. Tu n'es pas censé faire du bien à ton thérapeute. Et donc, il se peut que le thérapeute parle de morceaux de sa vie pour mettre en relief, pour apporter une ouverture, pour imager, pour illustrer, parce qu'en fait on a besoin d'exemples, on a besoin, pour faire quelque chose de nouveau, on a besoin de comprendre que c'est faisable. Donc si la personne en face vient nous dire, regarde par exemple, moi j'ai fait ci, il s'est passé ça, qu'est-ce que t'en penserais toi? Eh bien ça vient nous donner du concret, ça c'est un support qui peut être précieux. Après, on apprécie plus ou moins entendre l'avis de notre thérapeute, mais c'est vrai qu'il n'y a pas meilleur exemple que nous-mêmes, au moins quand on vient nous dire « Non, mais attends, c'est pas possible de changer de job et d'en avoir un mieux rémunéré. » Si le thérapeute il vient dire « Si, moi, c'est ce que j'ai fait », eh bien, là, on ne peut pas contester, tu vois. Donc, dans ce cadre-là, c'est très précieux d'avoir le retour d'un thérapeute, mais en tant que thérapeute, tu n'es pas du tout obligé de venir donner ta vie, ça c'est libre à toi. En revanche, s'il vient dire « Oh là là, ma femme m'a quitté, et puis là, il y a ci, et puis mes problèmes de santé, ça, et puis là, ça me gratte la hanche gauche et machin, et tout, oh, j'ai pas dormi cette nuit, non, t'es pas là pour ça. » Désolée, mais c'est un cadre professionnel. Oui, c'est un humain, oui, il peut être en galère, oui, il peut mentionner « Oui, je suis fatiguée et tout », enfin là-dessus, c'est OK. Mais s'il y a plus d'espace pour ça que pour toi, il y a un problème, il n'est pas dans sa posture professionnelle. Toi, tu recherches de l'aide, il te faut de l'aide. Basta. Ensuite, le dernier point, et pas des moindres, sûrement le plus important, faire la distinction entre un mentorat
un mentor et un thérapeute. Un mentorat et un coaching. Un mentorat, c'est quand tu as une personne, je sais pas moi, tu voudrais être comme Eckhart Tolle. C'est une personne qui a atteint un truc que tu veux. Du coup, tu vas aller le voir pour qu'il t'enseigne comment il a fait pour y arriver. Parce que tu veux le même résultat que lui. Un thérapeute, c'est toi qui as un problème et quelle que soit la personne en face, tu cherches qu'il vienne t'aider à résoudre ton problème. Et ça, c'est bien à distinguer et je me rends compte que les thérapeutes ne font pas forcément très bien la distinction. C'est justement, pourquoi je l'ai mis là, c'est à la suite du fait que le thérapeute va beaucoup parler de lui. Si tu es en recherche d'un mentorat, ce qui est rarement le cas lorsque tu vas voir un thérapeute, mais mettons que tu veuilles un mentorat, alors c'est complètement ok, qui t'explique comment il s'y prend, qui se poste en fait en modèle, qui te disent moi j'ai fait ça et il faudrait faire comme ça. Et il y a vraiment un truc de l'ordre de je veux ce résultat-là. Donc là, dans ce cadre-là, c'est à toi de t'adapter à ton mentor. Parce que c'est toi qui veux ce résultat-là. Tu veux, entre guillemets, gros guillemets, être elle. En tout cas, tu veux le même résultat à un endroit. Un résultat financier, un résultat d'épanouissement, un résultat de relations humaines, de leadership, de peu importe. Il a réussi un truc que tu veux réussir et il a une partie de la recette, tu veux la recette. Un thérapeute, donc en général, tu vas plutôt voir ça, un thérapeute pour ça, quelqu'un qui va t'aider à régler ton problème. Donc c'est au thérapeute de s'adapter à toi. Il se peut qu'il te donne des pistes de temps en temps de moi, comme je le disais, moi j'ai fait ça dans ma vie, mais t'es pas censé devenir un clone de lui. Et ce qui se passe, pourquoi j'en parle, c'est parce que très souvent on va idéaliser notre thérapeute. Oh, je sais pas, il a l'air tellement bienveillant, tellement connecté, tellement sage, tellement en paix, et on peut avoir envie de copier certains trucs. Et à cet endroit-là, c'est un peu craignos parce qu'en fait, on va idéaliser cette personne qui est un humain, qui est peut-être très bien justement dans sa posture professionnelle. Et ça, c'est à nous de faire attention à ne pas le mettre au haut. Il est hyper compétent pour un truc. Ça ne dit rien de sa vie. Ça ne dit rien de qui il est. Toi, tu le vois à un endroit, une heure, pour lequel il est conditionné dans sa pièce, là, pour te servir toi. C'est peut-être une super personne. Ça ne veut pas dire qu'il y a zéro aspérité. Et donc, attention à ce point-là, à la fois toi de ne pas te faire fasciner et attraper, et encore, voilà, tu t'es fait avoir une fois, c'est une expérience. Tu vas le descendre aussi bas que tu l'as monté, et tu pourras plus l'avoir comme thérapeute, ça sera insupportable, mais c'est pas si grave, il y en a plein d'autres. Par contre, bien avoir dans l'optique que si tu cherches un thérapeute pour régler un problème, c'est à lui de s'adapter à toi. Pas à 3000% en mode le client est roi, parce que c'est très important qu'un thérapeute nous fixe des limites aussi. Il y a besoin d'un cadre, il y a besoin qu'il vienne nous dire quand on ne fait pas ce qu'il faut. Il y a besoin parfois qu'il vienne nous bousculer, parce que comme je te l'ai dit à un moment, notre structure doit être bousculée pour pouvoir avoir un résultat différent. En revanche, si tu lui dis ça je peux pas le faire dans ma vie, ça je suis pas d'accord, c'est à lui de s'adapter. Donc nous avons fait le tour de ces 7 red flags, je les répète. Le premier, de se servir de son flair et de lui donner quand même de la place et du crédit, tout en sachant que ça peut être quand même remis en question et ne pas fixer son jugement que sur ce premier point. 2, hyper important, avoir l'espace pour dire ta vérité. 3, attention au kilo de « il faut et faut que tu fasses ça, quitte ton mec, quitte ce job ». 4, le manque de résultats, s'il est reporté sur toi, gros red flag, il faut que chacun prenne sa responsabilité. 5, tu repars en te sentant plus honteux, coupable ou stressé que tu ne l'étais, tout en sachant que ça peut être normal d'être chamboulé et fatigué. 6, tu as l'impression d'aider ta ou ton thérapeute plus qu'il ne t'aide toi. Et 7, bien distinguer un mentor et un thérapeute. Pour conclure, je dirais qu'il ne faut pas oublier qu'en fait, le thérapeute est humain et qu'on est tous des humains et qu'en consultation, il se passe des interactions en tant qu'humain. Et également qu'un thérapeute peut être bon pour toi et pas forcément pour quelqu'un d'autre et inversement. Il y a vraiment cette résonance qui se crée entre deux individus dans une thérapie et c'est quelque chose de très fin à écouter et c'est pour ça que c'est également très délicat. Bien se questionner sur est-ce que sa vision à lui ou à elle nous correspond à nous et sa capacité à nous faire atteindre certains résultats qu'on vise.
Attention avec ce truc de résultat aussi, tout est tout le temps à nuancer. Il faut vraiment sortir du noir et du blanc, je trouve, dans la thérapie. Parfois, on vient avec une idée, on a un truc en tête et c'est pas forcément le mieux pour nous. Et là, c'est délicat parce que le job du thérapeute, c'est quand même de répondre à ta demande. Mais s'il est bon, et là, c'est là où je kiffe et que je vois si vraiment la personne est bonne, c'est que elle essaye de répondre à ta demande et elle t'explique pourquoi c'est pas l'idéal non plus. Je sais pas, je te donne un exemple. Tu veux plus d'argent et tu viens voir un coach parce que tu veux plus d'argent. Mais en réalité, ce que tu veux, c'est la paix intérieure. Et donc toi, tu viens voir comment est-ce que je peux augmenter mon salaire ou mon chiffre d'affaires, voilà, comment être plus performant, j'aimerais des stratégies, ta. Et le bon thérapeute va te dire, ok, on met enfin le bon coach du coup, on va mettre ça en place pour l'argent, voilà, je réponds à ta demande, mais regarde, en vrai, c'est parce que tu penses que quand tu auras plus d'argent, tu seras enfin en paix. Donc allons nous occuper de cette paix intérieure en parallèle. Donc voilà, est-ce qu'il répond à ta demande ? Et attention parce que c'est très rare qu'on arrive avec la bonne demande. C'est pas forcément le meilleur pour nous, notre demande. Personnellement, si tu veux connaître un peu plus mon travail, le plus gros espace que j'offre, qui prend le plus d'espace dans ma vie, qui est le plus transformateur, c'est un programme qui s'appelle Vivre éveillé. Il sert à accompagner les femmes à se relier à leur âme, au subtil, à leur intuition, comme je le fais, pour pouvoir guider leur vie avec un certain alignement, une certaine paix à l'intérieur. Tout en parallèle, en libérant leurs émotions et leurs blessures du passé, tout ça en fait, ça va les bloquer pour construire un avenir qui est waouh, qui est merveilleux, qui bouscule les idées qu'on a de préconçues de ok, ça c'est possible, ça c'est pas possible. Ça vient faire table rase de ce qui est possible ou pas, pour créer une sorte d'épanouissement, j'allais dire total, vraiment largement supérieur de ce qu'on connaît. Dans les différentes strates de notre vie, donc un épanouissement au travail, des relations amoureuses qui vont être beaucoup plus saines, beaucoup plus qualitatives, beaucoup plus élevantes, tout ce qu'on veut. Ça vient également parler de l'argent. On vient beaucoup bousculer de choses à cet endroit-là parce qu'en fait, l'argent est un support à notre épanouissement, à nous faciliter les choses. On a beaucoup de croyances limitantes dessus, donc il est souvent titillé, bien que mon axe de travail vienne beaucoup sur l'épanouissement au travail et dans les relations amoureuses. On le croise beaucoup parce que fait partie quand même de ton épanouissement, entre autres au travail. Et pour le coup, si tu veux, tu peux regarder les avis qu'il y a sur ma pratique sur Google. Tu peux venir regarder les témoignages qui sont sur mon site et puis sur la page, par exemple, de Vivre éveillé. Et sache que lorsque ça fait partie de toute cette réflexion que j'ai à propos de la relation entre client et thérapeute, tu as 15 jours pour te faire rembourser intégralement lorsque tu rentres dans ce programme Vivre éveillé. Selon les programmes, tu peux en avoir encore plus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, toute compétente que je m'estime être, je sais qu'il y a une question de match énergétique, qu'il y a une question de est-ce que, je suis bonne pour certaines personnes, mais est-ce que je suis bonne pour toi ? Et ça, tu vas pouvoir te faire un peu une idée si tu traînes sur mes réseaux sociaux, si tu regardes mon travail, est-ce que tu te sens bien ? Alors moi, c'est pas ma salle d'attente, c'est mon site, mais est-ce que tous ces petits indicateurs que je t'ai donnés, ça match pour toi ? Mais force est de constater que le plus efficace, c'est de commencer à travailler avec moi et de voir si c'est parlant pour toi ou pas. Sachant que tu vas pas pouvoir avoir toutes les réponses à 2000% à tes questions, mais normalement, au bout de 2 semaines, tu te fais déjà un très bon avis. Et puis moi, pendant tout ce temps, quand même, je travaille gratuitement pour toi, donc il y a un moment, j'ai besoin de faire rentrer de l'argent, donc il y a un moment où j'arrête et ça devient obligatoire, tu n'as plus de remboursement, mais tu sais que tu as 2 semaines pour pouvoir te faire intégralement rembourser si tu rentres en travail avec moi. Je te mettrai le lien juste en dessous pour pouvoir découvrir ce programme qui est quand même une pépite qui a transformé beaucoup de vies. Et je te dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. À très bientôt et porte-toi bien.